ces difficultés structurelles. Peut-être la bonne nouvelle, c'est que Wizard al-Maliya ou le Banque centrale ont travaillé pendant plusieurs mois, depuis, je dirais, le mois d'août dernier au moins, pour mettre en place une solution pour renflouer ce fonds-là. Et le Houloul, d'après les informations que j'ai au CAD, il y a un décret qui est en cours de préparation qui va mettre en place ces nouveaux mécanismes de renflouement du fonds de péréquation de change. Tout mon souhait, c'est que ce décret urge le plus tôt possible pour que ces ressources extérieures qui sont une bouffée d'oxygène pour le secteur bancaire, pour le secteur du leasing et du factoring d'une manière générale, continuent à progresser et nous donner une alternative autre que les sources de financement domestiques traditionnelles auxquelles nous avons eu l'habitude ces derniers temps. L'année 2018 a été porteuse d'événements heureux pour Tunisie Leasing et Factoring, puisque nos activités de leasing et de factoring ont fusionné au sein d'une même entité juridique. Donc la société Tunisie Factoring a été absorbée par Tunisie Leasing et on s'appelle depuis avril dernier Tunisie Leasing et Factoring. Cette fusion avait pour objectif d'abord de réaliser une économie d'échelle, puisque la société étant devenue filiale à 100% de Tunisie Leasing depuis 2 ans après la sortie de notre partenaire technique de Crédit Agricole Leasing et Factoring, vu la proximité en fait, des activités de leasing et de factoring qui sont très complémentaires, vu les synergies possibles, vu les économies d'échelle qu'on avait recensées, donc nous avons décidé depuis à peu près 2 ans à fusionner ces 2 activités. Et le processus des autorisations réglementaires, ma CMF, ma Banque centrale, a pris du temps parce qu'il y avait des choses à préparer en amont. Et donc, une fois que ça a été fait, les sociétés officiellement ont fusionné en avril dernier. Peut-être l'élément positif, outre les économies de charges, c'est la synergie, la forte synergie commerciale entre les équipes. C'est de donner à nos cadres un plan de carrière qui offre plus de possibilités dans la mesure où ces cadres peuvent changer de filière, de pôle, et donc ils ont plus de possibilités d'évolution au sein de notre société, et on commence à le voir dès maintenant, puisqu'il y a des gens qui travaillent dans le pôle leasing, qui travaillent dans le factoring et vice-versa. La diversification des produits au sein de la même société est également un bon élément pour une entreprise. Il faut savoir que la hausse du TMM, vu que nos crédits sont en général à taux fixe que nous donnons aux clients, donc quand on se fait refinancer par du variable, nous prenons une petite partie, sur une petite partie de nos ressources, un risque de taux. Donc quand le TMM est là, c'est une baisse de la marge sur le portefeuille, qui est mesurée, qui est limitée, et l'impact n'est pas très important. Cependant, la hausse du TMM est favorable pour l'activité du factoring, parce que nous sommes sur des contrats avec les clients variables, avec des ressources variables, et quand le TMM augmente, à l'instar des banques, donc il y a un effet favorable qui booste un peu l'activité, qui augmente les produits et donc qui augmente la rentabilité de l'activité. Donc dans un contexte où vous avez le même facteur qui joue favorablement et défavorablement sur 2 activités au sein d'une même société, il y a une compensation en quelque sorte, une atténuation du phénomène, ce qui fait que au final, l'année 2018 sera, grâce à la diversification de nos produits, dans lesquels j'inclus également les produits des participations que nous avons, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger, sera dans la même lignée que l'année 2018 sera dans la même lignée que l'année 2017, en dépit d'une conjoncture locale assez difficile. Et c'est ça la force d'un groupe comme Tunisie. Donc,
Alors, je prévois dans ma présentation d'aujourd'hui de vous parler du marché, des indicateurs des 3 premiers trimestres, des prévisions de la fin 2018 et ce qu'on prévoit faire en 2019. Un petit focus sur notre refinancement. Et puis, je vais vous parler de l'augmentation de capital qui est en cours, dont les souscriptions ont déjà commencé il y a quelques jours. Ça marche pas toujours. Voilà, c'est bon. Donc, d'abord, je voudrais rappeler que l'exercice, les 2 dernières années, 2016 et 2017, ont été 2 années de très forte croissance au niveau du secteur du leasing. Donc d'abord, en 2016, le secteur a réalisé 15% de croissance pour sa production. Tunisie Leasing avait réalisé 30% de croissance cette année-là. 2017, le secteur a réalisé une croissance de 30% de sa production. Tunisie Leasing a été dans la même plage que le secteur du leasing à 30%. Sur les 3 premiers trimestres de cette année, le secteur a régressé de 8 à 9%. Alors, cette régression vient en fait du contexte de liquidité dans lequel nous nous trouvons. Je dirais que le problème est principalement au niveau des ressources bancaires et des ressources extérieures. Les ressources obligataires, depuis 2011, c'est vrai que les choses sont devenues un peu plus difficiles, du fait que l'effet d'éviction créé par l'État, mais on a su nous adapter. La part des ressources obligataires, qui représentait une grosse moitié de notre portefeuille de refinancement, a perdu un peu en termes de proportion dans nos ressources du fait de la concurrence de l'État sur ce marché-là. Et donc, on a remplacé ça au niveau du secteur par les crédits bancaires et par les ressources extérieures. Il y a eu des moments où le secteur bancaire est passé par des situations de resserrement de liquidité, pour diverses raisons, les ratios, etc. Et le secteur n'a jamais souffert, en quelque sorte, de cette situation, parce qu'il a toujours pu trouver d'autres échappatoires pour continuer à se refinancer, notamment avec les ressources extérieures, puis les ressources à court terme, qui sont des billets de trésorerie ou certificats de dépôt, etc. Et donc, on n'a jamais entendu parler, durant les dernières années, d'une régression au niveau du secteur, parce que toutes les sociétés ont su s'adapter à cette donnée du marché. Et je dis, c'est que les ressources extérieures, bien que nous avons des accords de crédit, des confrères Tunisie Leasing et Factory, on a des discussions très avancées, on a même des accords de crédit. J'étais en réunion avec les directeurs généraux des sociétés de leasing. Plusieurs d'entre eux me confirment qu'ils ont des accords de crédit de bailleurs étrangers, mais pour pouvoir tirer ces lignes extérieures, on a besoin d'une couverture de risque de change. Parce que on peut prendre du risque de crédit dans notre métier, mais le risque de change, ce n'est pas du tout notre métier et c'est très dangereux de jouer avec. Et donc, il y a un fonds de péréquation de change, qui nous permettait en fait de faire ce hedging, cette couverture. Ce fonds-là passe par des difficultés, en fait c'est des difficultés structurelles, il a été très malmené par le glissement important du dinar sur ces 2 dernières années, et donc il a arrêté de couvrir les nouvelles lignes de refinancement en attendant que l'État le renfloue. Donc, comme j'ai dit, il y a des solutions qui se mettent en place, mais dans l'intervalle, on a été amené au niveau du secteur de leasing à amener de la voile et à ralentir notre production par rapport aux ressources disponibles sur le marché.
Et faire une régression de 9% sur les 9 premiers mois, ce n'est pas énorme au regard de la forte croissance qu'a eu le secteur du leasing sur les 2 dernières années. Je dirais que c'est une correction pour 2018 et j'ai la conviction qu'on renouera avec la croissance en 2019 grâce aux ressources extérieures qui viendront compléter les ressources locales. Donc, dans ce contexte-là, Tunisie Leasing a maintenu sa production au même niveau que celui de l'année dernière au 37 ans. C'est un banquier qui nous a permis d'assurer ce niveau de production et consolidant ainsi notre part de marché à 23% alors qu'on avait terminé l'année avec 22% à fin 2017. Donc, le montant de mise en force à 1 million de dinars près étaient les mêmes que ceux de l'année dernière, à 368 millions de dinars. Notre encours de financement en leasing a progressé de 15% à 957 millions de dinars. L'encours du factoring, il a évolué en dents de scie, en fait, à fin septembre, il a diminué, mais l'encours moyen s'est stabilisé en fait, sur l'année. Le ratio des engagements placés au 30 septembre, il était à 5,60 contre 6,60 l'année dernière, donc il y a eu une légère amélioration, en dépit d'une conjoncture qu'on sait tous qui est un peu difficile. Le ratio des actifs classés pour le factoring s'est situé au même niveau à 5,10%. Nos capitaux propres ont augmenté par rapport à l'année dernière, mais il y a une bonne partie qui vient de la fusion, puisque désormais les fonds propres de Tunisie Factoring sont dans les 137 millions de dinars, alors que les 122 c'était la partie leasing uniquement. Et nos produits ont progressé de 47%, donc entre leasing et factoring. Donc là aussi, les chiffres 2017 ne comportaient pas le factoring, mais là où on a régressé un peu dans le leasing, en termes de produits, on a progressé dans le factoring, et c'est comme ça qu'on a pu compenser un peu cette baisse. Alors, je voudrais faire le focus sur les ratios d'actifs approchés, qui, je pense, c'est l'un des plus bas du secteur. Le secteur dans son ensemble, d'ailleurs, il a un niveau relativement bas. À fin 2017, le taux des actifs approchés du secteur du leasing était de 7%, alors que celui des banques est plus que le double, je pense qu'il doit être à 14-15%. Preuve que le secteur du leasing a donc des performances en termes de choix de la clientèle et en termes de recouvrement qui lui permettent d'assurer une bonne qualité du portefeuille. Et ça, c'est le nerf de la guerre. C'est ça, en fait, qui conditionne la solidité du secteur, d'un établissement en particulier, c'est la qualité de son portefeuille. Profitabilité et rentabilité à une seule condition, que le portefeuille qu'on a financé soit de bonne qualité pour pouvoir permettre à la société de faire face à ses engagements. Elle l'encaisse pour pouvoir rembourser ses bailleurs de fonds et dégager une rentabilité, même une bonne rentabilité, même dans une période de baisse d'activité. Le constat que je fais aujourd'hui du secteur du leasing dans son ensemble, c'est qu'il a fait preuve de résilience depuis 2011. Bled Mard Brouf Saïba, qui se sont traduites par quelques difficultés sectorielles, mal au tourisme, mal les sous-traitants des compagnies de phosphate, et puis certaines industries, etc. Et avec ça, le secteur du leasing a fait preuve de résilience. D'abord, il a continué sa croissance. Il n'y a jamais eu de régression tant qu'il y avait des ressources sur le marché, parce que la demande était toujours là, l'entreprise tunisienne était résiliente,
elle a continué à investir, mais également les sociétés de leasing ont continué à faire du recouvrement sur des bases solides, ce qui aujourd'hui me permet de dire que nous avons un secteur solide, pérenne, qui peut continuer à jouer son rôle, mais qui a besoin peut-être de l'appui des autorités pour qu'ils lui facilitent les solutions de refinancement. J'ai parlé de fonds de péréquation de change qui est sur une bonne voie d'être remis sur selle, mais peut-être il y a d'autres sujets que la Banque centrale pourrait nous aider pour nous faciliter davantage le refinancement. Pour permettre encore plus d'ouverture aux sociétés de leasing sur des solutions de refinancement. Donc, le dinar de mise en force, c'est peut-être un peu plus, soit un peu plus que le niveau de 2016 en fait. On revient quasiment au même niveau que de 2016 et on s'attend à renouer avec la croissance en 2019. Déjà, nous avons l'habitude de créer, enfin de lever 100 millions, l'équivalent de 100 millions de dinars de ressources extérieures chaque année, qui nous ont fait défaut cette année, en 2018. Je pense qu'on les aura, Inch'Allah, voire plus, en 2019, ce qui nous permettra donc de revenir, peut-être pas au niveau de 2017 qui était une année record, mais à un niveau de 470 millions de dinars, avec une amélioration des marges, puisque c'est ça le credo désormais aujourd'hui, pour compenser la baisse des volumes. Donc nous allons travailler sur l'amélioration des marges pour que on continue à assurer un niveau de rentabilité suffisant pour rémunérer nos actionnaires qui nous ont fait confiance. Alors, je voudrais faire un focus sur notre structure du funding. Donc, par le passé, les émissions obligataires représentaient une moitié, peut-être une grosse moitié de notre funding, parce que je considère que c'est le marché naturel de refinancement des sociétés de leasing, du fait que c'est des émissions sur des maturités 5 à 7 ans, donc assez proche de ce qu'on a l'habitude de financer. C'est à taux fixe, en même temps nous plaçons nos contrats de leasing à taux fixe. Et malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, avec l'effet d'éviction de l'État, donc on a baissé le niveau des emprunts obligataires, et c'est les ressources extérieures et les certificats de dépôt ou les billets de trésorerie qui ont pris un peu le relais. Et donc vous voyez, on a un gros quart de nos ressources qui sont des ressources extérieures. Les emprunts bancaires, à ce niveau, c'est toujours un tiers de notre funding. On ne veut pas les développer davantage parce que les emprunts bancaires sont souvent, à part quelques-uns avec les banques islamiques qui sont à des taux fixes, c'est du revolving, une bonne partie c'est des ressources variables. Donc pour ne pas prendre des risques de taux importants, nous essayons de maintenir les ressources bancaires à un niveau pas très important pour que l'effet risque de taux ne joue pas contre nous. Sur la longue période, il faut savoir que le risque de taux que nous avons pris nous a toujours été favorable. Et même dans un contexte comme celui-là de cette année où on a eu une augmentation du TMM de 175 points de base, de 200 points de base, si on prend sur une moyenne glissante de 5 ans, c'est toujours favorable. Il y a une année, peut-être ça crée un impact, mais les années d'après, le risque de taux est toujours favorable, puisque les ressources bancaires sont moins chères que les ressources fixes. Donc, on engrange, je dirais, plus de marge avec les ressources bancaires
Et quand il y a une légère hausse ou même importante du TMM, on arrive à la compenser par ce différentiel de coûts sur une longue période. Donc je dirais le fait marquant ces dernières années, c'est la part des ressources extérieures qui nous ont permis de réaliser des croissances de 30% par an sur les 2 dernières années. Et nous allons continuer à miser dessus pour 2019 et les années prochaines. Alors, pour pouvoir avoir la confiance des bailleurs de fonds étrangers, c'est un travail de très longue haleine. Ça a commencé le jour où Tunisie Leasing a été créé. Donc, la direction générale, depuis cette époque-là, a toujours travaillé sur la diversification des ressources. Et pendant des années, on prenait les ressources extérieures, qui étaient les ressources les plus chères dans notre portefeuille. Peut-être d'autres auraient fait un arbitrage pour optimiser les coûts, auraient pris des ressources locales, puisqu'il n'y avait pas de problème de liquidité, mais notre société a tenu bon, par le passé, à avoir toujours une partie de nos ressources venant des bailleurs de fonds extérieurs. Aucune source de crédit n'est intarissable. Il y a toujours, sous certaines conditions, des ressources peuvent être moins disponibles. C'est ce qui s'est passé pour les obligataires depuis 2011, pour le bancaire cette année, peut-être un peu l'année dernière. Et donc, pour la pérennité d'un établissement de crédit, il est important de diversifier ses sources de funding. Et donc, ce n'est pas lorsque les choses sont difficiles qu'on peut attirer les bailleurs de fonds extérieurs. C'est là où ils deviennent beaucoup plus méfiants et regardants et peut-être exigeants en termes de taux quand ils acceptent de prendre le risque. Donc, alhamdoulilah, nous avons développé un relationnel. Donc, on n'est pas à notre premier crédit avec la plupart de nos bailleurs de fonds, donc ils nous connaissent très bien, nous avons un track record. Et malgré une dégradation du risque pays, qui est là, qui est matérialisé par le rating du pays, ces bailleurs de fonds ont continué à nous faire confiance. Et c'est très important. Et donc, avec Alej, je suis très optimiste pour 2019, parce que cette soupape-là, je pense qu'elle pourrait jouer pour nous comme pour beaucoup de nos confrères qui ont suivi ces dernières années le même chemin. Et on pourra continuer à jouer notre rôle dans le financement de la petite et moyenne entreprise. Alors, un bref aperçu sur la structure capitalistique de 10% ou un peu moins. Il y a quelques mois, il est passé à 12%, mais les institutionnels représentent à peu près 75%. Notre groupe est compte toujours comme actionnaire majoritaire le groupe Amel avec 53%, et le public représente 23%. Comme chaque 4-5 ans, et pour recharger un peu nos fonds propres, après des années de croissance, nous sollicitons nos actionnaires pour une augmentation de capital. Et souvent, ce qu'on a essayé de conjuguer, c'est une augmentation en numéraire associée ou suivie d'une augmentation de capital par incorporation des réserves. Ce qui permet en fait de donner des incitations à nos actionnaires pour continuer à nous soutenir. Et donc c'est un deal gagnant-gagnant entre la société et ses actionnaires. Donc cette année, on fera pareil. Nous venons de lancer une augmentation de capital qui assurera 20 millions de dinars de fonds propres, donc avec un nominal de 15 dinars et un nominal de 5 dinars, une prime d'émission de 10 dinars. Et nous avons prévu une augmentation par incorporation des réserves à partir du début de l'année. Et donc, voilà, 450 000 actions gratuites
qui seront distribués donc à partir de janvier, enfin dans les prochains mois, à partir de début de 2019. Donc voilà un aperçu sur l'année 2018, les perspectives que nous voyons pour 2019. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions et j'espère qu'elles seront nombreuses. Alors, en 2018, notre filiale algérienne continue sa croissance. C'est une filiale qui surperforme, en fait, avec d'abord une bonne croissance au niveau de la production. On va terminer cette année avec 12% de croissance de la production, après 2 années de très forte croissance, plus de 20% chaque année. Pour ça, nous avons, pour pouvoir réaliser ces performances, nous avons ouvert 6 agences en 2 ans, donc portant le nombre d'agences globales à 12 agences. La qualité du portrait est toujours très bonne. On a des actifs accrochés de moins de 4% après 12 années d'activité, quand même, pour un marché assez comparable au nôtre. Donc 4%, c'est vraiment rien. La rentabilité est toujours là. Et donc c'est l'investissement qui nous le rend bien, en fait, et qui nous rapatrions des dividendes chaque année sans aucun problème. Et en dépit d'une conjoncture, rappelons-le, en Algérie qui est difficile, nous progressons et nous progressons très bien. Nous gagnons en part de marché. On est passé de 18% en 2015, je pense, à 25% fin 2017. Donc tout ça par le plan d'ouverture d'agence et par une agressivité commerciale et donc qui nous a permis de réaliser ces performances. Nous nous refinançons sur le marché local, là-bas, et nous allons lancer notre 3e emprunt obligataire qui est institutionnel, moche grand public, sans garantie, pour l'équivalent de 40 millions de dinars. Et il sera quasiment préplacé avant le lancement de la souscription, sachant qu'on a obtenu le visa des autorités donc, du marché financier là-bas, la COSOP, et nous prévoyons donc lancer cet emprunt obligataire début 2019. Nous avons quasiment bouclé tous nos besoins de financement pour 2019. Donc les choses là-bas sont plus faciles en dépit de la situation économique qui est assez difficile, comme vous le savez. Pour le groupe Alios, c'est un groupe en restructuration. En fait, nous avons subi quelques événements par le passé, pour la plupart exogènes, et peut-être le plus important, c'est la crise économique au Gabon. Le Gabon était une filiale qui était la plus importante de nos filiales dans le groupe Alios. Quand le pays est rentré dans une crise aiguë jamais vécue par le pays, elle a perdu son positionnement. Et c'est des filiales comme l'Afrique de l'Ouest et le Cameroun qui sont en train de prendre la relève. Donc c'est un groupe sur lequel nous avons entamé depuis l'année dernière un plan de restructuration, probablement une revue stratégique de notre présence dans certains pays. Et je pense que ce plan stratégique qu'on est en train de mettre en place commencera à donner ses fruits à partir de 2019. En consolidé, le résultat de 2018 serait en évolution positive pour le groupe. Mourad, je pense qu'il le saura, d'après les prévisions. C'est ça. Ouais, tout à fait. Production du secteur. Donc, on sait que la moyenne de production du secteur a fortement augmenté. Le taux moyen a fortement augmenté sur le 2e semestre 2018. Et donc, on s'attend à une augmentation d'au moins 100 points de base du taux excessif
pour le début du prochain semestre, ce qui permettrait donc aux sociétés de leasing de retrouver des marges correctes qui permettent d'assurer leur rentabilité. Alors en même temps, il y a un projet de loi qui a été introduit par le ministère des Finances depuis plus d'une année maintenant, il est à l'ARP, et c'est un projet pour changer les règles du jeu dans le calcul du taux excessif. Alors, juste un petit rappel, par le passé, le taux excessif en fait est calculé à partir de la moyenne des taux du secteur majorés de 33%. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, les pouvoirs politiques voulaient donner un geste aux entreprises, aux plus petites d'entre elles. Les 33% de plus que le taux moyen, ils l'ont ramené à 20%, pensant qu'ils avaient fait un cadeau aux petites sociétés pour que les taux ne s'envolent pas. Mais en fait, je pense que c'était un très mauvais raisonnement, un très mauvais calcul, et tous les experts internationaux, ceux de la Banque mondiale, etc., l'ont confirmé. Et ce n'est pas quelque chose, un avis personnel que je vais citer. En fait, quand on donne un crédit à une entreprise, la principale variable dans un crédit par rapport à un autre, c'est la qualité du risque et le coût du risque attendu sur un crédit. Et ça, on sait le calculer statistiquement. Les probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut sont calculables statistiquement. Aujourd'hui d'ailleurs, nous une petite parenthèse, nous mettons en production des modèles de notation interne, de calcul de probabilité de défaut, de perte en cas de défaut, de score, etc. Tout l'artifice balois qui nous permettent de calculer l'allocation des fonds propres, les provisions, les notations sur nos clients, les scorings d'octroi de crédit selon les normes baloises. Donc ça, c'est une réalité chez nous, chez Tunisie Leasing et Factoring. Aujourd'hui, nous sommes en train de les déployer sur notre système d'information. Nous les avons fait grâce à des consultants externes. On a validé les modèles ont été approuvés par notre conseil d'administration conformément à la réglementation. Et là, nous les mettons en place. Et ça, c'est un saut qualitatif important. Donc aujourd'hui, on sait estimer que nous avons une entreprise, si le risque est prenable ou pas. Il n'est pas prenable s'il y a une forte probabilité que le client tombe en défaut, quelle que soit la marge que vous allez mettre sur le crédit pour couvrir le risque, elle sera insuffisante. Mais pour certaines entreprises qui sont un peu risquées, mais avec un risque prenable, les calculs statistiques vous disent vous pouvez prendre ce risque-là, mais moyennant un coût de risque de 3%, 4%, etc. Et donc vous devez répercuter ce 3 ou 4% dans votre taux et tarifer en conséquence. Et si vous ne prenez pas ces 3 ou 4% dans votre structure de coût, vous allez perdre de l'argent. Et donc quand on a ce genre de situation, on préfère, si la marge que nous appliquons, parce qu'il y a un taux maximum qui est prévu par la loi, n'est pas suffisant pour couvrir ce risque-là, on s'abstient de donner le crédit. Donc par une mesure qui se voulait être un cadeau pour les petites entreprises, c'était devenu un frein ou disons un moyen pour, au lieu de faire sortir les entreprises de l'exclusion financière, de les faire entrer dans l'exclusion financière. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Dans d'autres pays, la Banque mondiale, parce qu'ils sont experts en la matière, conseillait les pouvoirs publics soit de faire sauter le taux excessif, carrément, soit de le fixer à un niveau suffisamment haut qui permet d'inclure financièrement les petites entreprises. Ah non, on l'a fixé à un niveau très bas où aujourd'hui il y a une bonne
partie de la clientèle qu'on avait l'habitude de financer, mais au regard des marges actuelles, on a arrêté de les financer. Ce n'est plus rentable. Ce n'est plus rentable. Et donc, Ouzad El-Mehdi a été conscient de ça. Et donc, ils se sont dit, on va revenir à la situation d'avant. Ils ont envoyé un texte de loi pour porter les 20% de plus que la moyenne à 33%. C'est un bon début, peut-être qu'il sera suivi par d'autres étapes dans le futur, mais au moins c'est un bon début. Ça fait plus d'une année que ce projet de loi est bloqué dans le Parlement. Dans l'intervalle, ces entreprises, ces petites entreprises, continueront à ne pas financer, à se faire financer par des sociétés communes. Réellement, si nos députés étaient conscients du problème, ils auraient mis ce texte de loi dans les priorités. Il n'a pas été étudié par la commission des finances au sein de